Alors, bonjour Jonathan Raymond-Léger. C'est un plaisir, mais vraiment un plaisir de t'avoir avec moi et avec nous dans cet événement-là qui concerne la santé globale de l'être humain. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour Nathalie. Bonjour. C'est une belle initiative et, euh, et vraiment, tu sais, qui choisir pour venir nous parler d'une tradition, d'une médecine qui a des milliers d'années, qu'on utilise encore pour guérir le corps et pour prendre soin du corps, qui est l'Ayurveda. Donc, Jonathan Raymond-Léger, c'est un être exceptionnel qui étudie la médecine ayurvédique, qui a fondé une école d'Ayurveda à Montréal à l'époque, qui est aussi fondateur de Révolution Ayurveda, qui est aussi herboriste et qui est aussi partenaire dans un centre d'Ayurveda et de Panchakarma. Et tu m'arrêtes si je me trompe, en Inde aussi. Alors, j'aimerais, Jonathan, là, je t'ai présenté vraiment à haut niveau, mais j'aimerais, si tu en as envie, de nous parler de toi, mais plus en profondeur. Donc, ton parcours, qu'est-ce qui t'anime dans l'Ayurveda? Je te laisse parler. OK, merci pour cette présentation. Moi, j'ai quand même un parcours assez élaboré dans le domaine. J'ai commencé à l'âge de 20 ans par un voyage en Asie, découverte des soins thérapeutiques là-bas. Ça a piqué ma curiosité. Plus tard, c'est devenu une avenue pour investir mes énergies. Je me suis dit quelque chose qui correspondait à mes valeurs. J'ai commencé d'une façon assez, je dirais pas tiède, mais j'étais pas particulièrement, me reconnaissais pas particulièrement beaucoup d'affinité avec le domaine de la médecine naturelle. Puis c'est plus, je me suis dit, ça correspondait à mes valeurs. C'était une façon de changer les choses, une chose à la fois, une personne à la fois. Ça utilisait mes capacités sociales, mes capacités intellectuelles. Je me suis tourné vers ça. Puis, peu à peu, c'est devenu une passion. Tu sais, c'est pas commencé de façon explosive. Euh, j'ai commencé par chercher qu'est-ce qui se faisait au Québec, l'équivalent de ce que j'avais constaté en Inde. J'ai trouvé les herboristes, qui sont une sous-catégorie, si on veut, de naturopathie qui est plus traditionnelle. Puis je préfère cet aspect-là parce que je pense qu'on a plus à aller chercher dans l'expérience des médecines du passé au niveau naturel que dans ce que la science. Parce que il y a une partie de la naturopathie qui est de réutiliser la science moderne pour des approches naturelles aussi, puis ça, c'est très bien. Mais je pense qu'on a un trésor énorme dans le passé aussi à déterrer. Les deux, c'est pas mutuellement exclusif, là. Je me sers de la science moderne autant que la science moléculaire, autant que les traditions. Mais dans les traditions, puis je dis le mot tradition, j'aime pas beaucoup ce terme-là, en fait, simplement les disciplines qui ont de la tradition, qui ont de l'expérience, mais on fait pas les choses dans ces disciplines-là par tradition, on les fait parce que ça fonctionne. Donc, le mot tradition ici, c'est pour ça que je l'aime pas trop. J'y ai découvert quand même quelque chose de très riche. Euh, puis, euh, puis ça m'a dirigé vers ma carrière en Ayurveda. Ensuite, je me suis spécialisé un peu dans l'Ayurveda. Donc, j'ai commencé l'herboristerie. Ensuite, je suis retourné, j'avais commencé avec l'Ayurveda, je suis retourné pour me spécialiser un peu plus. Puis ça m'a donné une position où j'arrivais à enseigner un petit peu certaines bases. Ensuite, je retournais à étudier davantage. Puis la roue a tourné comme ça jusqu'à euh, la- la- le centre Espace Ayurveda que j'avais cofondé avec Jivan en 2013. Ensuite, ma pratique a pris un peu plus d'ampleur au niveau du nombre de personnes que je visite, que je voyais. J'avais déjà commencé à enseigner des petits cours ici et là, un plus gros cours chez Kiné Concept. Mais ça a pris de l'ampleur aussi. Jivan a fondé l'Académie québécoise d'Ayurveda pour enchasser tout ça. Ensuite, on a choisi de suivre nos routes respectives. Donc là, je recommence
avec un site que j'avais déjà monté qui s'appelle Ayurveda Révolution. En fait, ici, c'est Ayurveda Révolution, puis en Inde, c'est Révolution Ayurveda. C'est un peu mélangeant, mais il y a une histoire derrière ça aussi. De toute façon, vite, on s'en rend compte là, si on est en Inde ou si on est sur un site. Révolution Ayurveda, c'est vraiment un site en Inde, un centre, un endroit. Tandis que Ayurveda Révolution, .ca, ça marche aussi .com. Ça, c'est vraiment un site de référence, puis ça vient présenter mes services aussi. Je donne des formations en ligne, de la consultation. Donc, à travers tout ça, ben, j'ai fait toutes sortes de choses, des congrès de santé intégrative, des entrevues, des stages, des retraites ayurvédico, yogiques, toutes sortes de... J'ai un parcours assez varié dans le domaine, là, mais ça reste toujours un peu dans ce domaine-là aussi que je me suis consacré là, depuis 20 ans. Là. Mm. Non. Alors, on va revenir à Révolution Ayurveda à la fin, parce que j'aimerais vraiment ça que tu nous expliques, en fait, parce que oui, la formation pour les naturopathes, mais aussi la formation pour les individus, monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'en apprendre plus sur comment prendre soin d'eux d'un point de vue Mm. de l'Ayurveda. Alors, donc, j'ai envie de te poser la question suivante. L'Ayurveda, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ayurveda, si tu Mhm. pourrais nous donner déjà les grandes lignes sur qu'est-ce que c'est, et ensuite de ça, on va décliner un peu sur comment ça, c'est quoi les piliers au niveau de la santé. Ouais, absolument, parce que, bon, je veux rentrer dans le vif du sujet pour que les gens comprennent que ça peut venir les toucher au niveau extrêmement personnel. L'Ayurveda, c'est d'abord et avant tout pour le grand public, je dirais l'intérêt, je vais y aller directement avec ça. C'est une grille d'analyse, c'est une façon, une paire de lunettes à travers lesquelles décoder la vie, qui nous aide à nous diriger dans nos choix, autant de ce on va manger au petit déjeuner le matin, autant de ce qu'on va faire comme activité. Donc, ça vient gérer, si on veut, ou nous aider à gérer parce qu'on ne veut pas non plus que l'Ayurveda gère notre vie. On veut que l'Ayurveda On veut pas que notre vie soit nécessairement au service de l'Ayurveda. On veut que l'Ayurveda soit au service de notre vie. Donc, on n'est pas là pour appliquer non plus des trucs rigides. Ça peut être pris comme ça, mais ça peut être pris aussi comme des propositions euh, lorsqu'on a des désagréments ou lorsqu'on a des déséquilibres. Ça vient nous proposer différentes solutions. Euh, cette grille d'analyse-là, elle peut servir autant au grand public qui connaît peu ou qui connaît relativement beaucoup de naturopathie, par exemple, de façon plus personnelle ou amateur. Ça peut servir autant, la même lunette peut servir autant à cette personne-là qu'à un thérapeute herboriste ou naturopathe qui cherche à choisir quel tonique du foie il va recommander à son client. Parce que cette lunette-là nous permet en fait, elle fait rien de vraiment différent de ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire, on constate des problèmes, on essaie de trouver des solutions. Euh, c'est le même procédé, c'est pas complètement différent, c'est juste que ça nous offre des pistes, des grandes lignes. C'est comme si on avait cartographié un peu le territoire, puis on avait trouvé des balises pour s'aider. Puis c'est des balises qui ont des balises qui font référence à nos sens. C'est-à-dire que nos perceptions du froid, du chaud, du petit, du grand, vont être mises à profit dans l'Ayurveda. Notre analyse des saveurs. Donc, l'Ayurveda a construit un langage cohérent à partir de nos perceptions sensorielles, à partir de notre façon d'appréhender le monde de façon très basique. C'est-à-dire, c'est pas des concepts trop abstraits. Il y a des concepts un peu plus abstraits sur lesquels sont fondés l'Ayurveda, mais même encore, il y a des façons de les expliquer de façon très les fameux trois doshas qui sont le vata, le mouvement, pitta, la transformation, kapha, la préservation. Donc, si on dit juste les trois doshas, vata, pitta, kapha dirigent tout l'univers et tous les corps humains, bon, c'est plus abstrait, mais si je ramène vata à ce qui est mouvement, mouvement à l'intérieur d'un être humain, mouvement à l'intérieur d'une société, mouvement à l'intérieur d'une planète, donc peu importe la référence, le cadre de référence dans lequel on veut appliquer l'Ayurveda, on peut faire l'Ayurveda pour l'agriculture, on peut faire de l'Ayurveda pour un système social. On a une composante mouvement. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, il y a des nutriments qui rentrent, qui sortent, il y a des informations qui circulent, il y a le corps qui bouge.
Ensuite, il y a la préservation, où je devrais dire avant, on les donne souvent dans l'ordre Vata, Pitta, Kapha. Donc, on va y aller avec Pitta, la transformation. La transformation, ça, c'est quand on réussit à atteindre un autre état d'être, quand on transforme une nourriture en nutriments, en énergie, par exemple, puis en protéines pour fabriquer des muscles dans le corps. Donc, tout ce qui est transformation chimique, transformation de l'être, digestion, métabolisme, feu, on fait référence à Pitta. Donc, c'est pas juste un concept abstrait, ça peut s'appliquer en chimie, ça peut s'appliquer en toutes sortes de choses. Et le troisième principe est Kappa, la préservation, qui maintient dans la durée les choses. Donc, tout n'est pas que mouvement et transformation. Il y a aussi une avant de passer au prochain stade d'existence, on va avoir une certaine durée. Donc, la longévité des choses, la structure des choses, la constitution du corps lui-même, la structure du corps, ça c'est kappa, c'est la préservation. Donc, c'est trois, je dirais pas éléments, parce qu'éléments, on parle de euh, vent, feu, eau, terre et espace. Mais c'est trois principes qui sont inhérents à la vie. C'est ma définition. Donc, trois principes inhérents à la vie qui sont, tu sais, il y a la vie, on retrouve ces principes-là, c'est officiel, font partie de notre existence intégrale. Et à travers ces trois principes-là, il y a des qualités qui viennent les influencer. Par exemple, le chaud, le froid va avoir une grosse influence sur la transformation, le métabolisme. Donc, il y a certaines caractéristiques de l'univers qu'on retrouve un peu partout. Le sec, par exemple, va affecter Vata à la négative, tandis que l'onctueux, l'humide va l'apaiser. Donc, à travers ce qu'on appelle les gunas ou les propriétés de la matière, qui sont au nombre de 20 les principales propriétés. Il y a 10 paires, donc c'est assez facile. C'est toutes des qualités qui nous parlent beaucoup, qui sont évidentes pour tout le monde. Tout le monde sait c'est quoi sec, tout le monde sait c'est quoi humide, tout le monde sait c'est quoi chaud, froid. Ça vient un peu prédire dans quel sens est-ce vont varier les trois doshas. Et comment nous, on ressent les trois doshas? Ben, on va les ressentir d'abord soit dans leur équilibre par le bien-être, ou soit dans par des déséquilibres qui sont des inconforts, finalement. Donc, au début, c'est un petit inconfort, exemple, un petit coup de froid ou une petite fraîche ou un petit surplus de chaleur. Et ça va devenir éventuellement des symptômes, puis éventuellement des pathologies, des maladies. Donc, l'Ayurveda offre une espèce de boussole qui nous dit, ben là, écoutez, vous vous sentez perdu, vous êtes trop loin dans une direction. Quelle est cette direction? Ben, la boussole nous dit, ben là, tu es trop loin dans Vata ou dans Pitta ou dans Kapha. Donc, comment retourner en arrière pour retrouver son centre? Quels sont les excès? Quels sont là où est-ce que j'ai dépassé? Où est-ce que je suis allé trop loin? Dans quelle direction est-ce? Ben, l'Ayurveda nous aide à répondre à ça et nous trouve des stratégies, ouvre les possibilités. Qu'est-ce qui est sec? Qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est froid? Qu'est-ce qui a la saveur? Il y a les saveurs aussi qui vont servir là, dans tout ça. Là. Je fais un résumé extrême, là, mais donc, quelle saveur va nous aider vers quoi aller pour apaiser ces symptômes-là? Donc, en gros, c'est un peu ça l'intérêt. Concrètement, et là, on comprend vraiment, c'est un univers en soi, l'Ayurveda. Concrètement, euh, quand on dit, je veux dire, justement, quand on prend les vata, les doshas, par exemple, je Oui. veux dire, on peut traiter, on peut ramener l'équilibre autant par le corps, mais ça traite aussi l'esprit et Mhm. ça traite aussi l'aspect spirituel. Alors, au niveau des piliers, concrètement, pour que les gens puissent le comprendre peut-être plus avec leur tête, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à justement comment ça supporte l'esprit, comment on ramène l'équilibre au niveau de l'esprit, au niveau du corps, Mhm. au niveau de l'aspect spirituel ou émotionnel? Certainement. Ben, l'Ayurveda s'inscrit dans la culture indienne. Puis la culture indienne euh, comprend différentes écoles de philosophie, plusieurs systèmes métaphysiques, mais dont un qui est particulièrement dominant, qui est le Samkhya, dans lequel on retrouve la notion de karma, la notion de âme, et tout ça. Puis on est beaucoup plus influencé qu'on imagine par cette philosophie-là, qui est le Samkhya, ou cette métaphysique-là. C'est carrément une explication de l'univers qui tourne autour de l'incarnation de l'âme dans la matière. Donc, c'est c'est vraiment dans la vision du Samkhya, on est le produit
une projection de l'âme dans la matière. Et les couches plus subtiles, comme l'esprit, le mental, se situent entre le corps puis ce niveau-là atmique, ce niveau-là de l'âme. Euh, et c'est implicite de la façon qu'il s'est expliqué, mais c'est pas nécessairement explicité parce qu'à l'époque, on n'offrait pas. Bon, premièrement, les choses n'étaient pas dans les livres, puis ensuite, quand ils ont été circonscrits dans des livres comme il y a derrière moi, euh, c'était pas des. Il n'y avait pas autant de bouquins que de nos jours, donc ils ne s'épanchaient pas toujours en longues explications. Mais il faut comprendre le contexte un peu comme quelqu'un qui étudie la Bible doit comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, comment les gens voyaient les choses. Sinon, on ne comprend rien de. Bon, la Bible c'est encore plus vrai pour la Bible que les textes ayurvédiques, mais il faut comprendre le contexte. Donc, quand on a compris le contexte, puis qu'on connaît un peu les philosophies, les métaphysiques indiennes, on comprend qu'il faut les utiliser pour aider la personne dans ses aspects psychospirituels. Sauf que l'Ayurveda n'a pas de livre, bon, faites ceci, cela, one, two, three. Fait à ce niveau-là, c'est plutôt au thérapeute de développer ses aptitudes personnelles, son savoir, son expérience de vie. Et ça passait aussi beaucoup en Ayurveda par la pratique de l'astrologie. L'astrologie védique était une partie intégrante de l'Ayurveda. De nos jours, c'est plus le cas. Euh, Malheureusement, c'est devenu deux disciplines assez séparées parce que ça demande beaucoup d'expertise consacrée aux deux. Il y a encore des gens qui ont le temps et le talent pour combiner les deux. Moi, c'est pas mon cas encore. Euh, mais c'est un aspect aussi qui donnait une excuse pour parler. Par exemple, on parle de telle maison dans la carte du ciel, ben là, ça parle de la famille. Donc là, on parle des problèmes familiaux. Euh, donc c'est sûr que concrètement, moi, dans ma pratique de thérapeute, je dirais que 90% de mon travail consiste à aider la personne à se retrouver dans son incarnation, puis dans où est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'elle doit faire. Et ça peut passer par des choses toutes simples comme retrouver un temps pour mieux dormir. Et ça peut, par exemple, challenger sa relation avec son enfant. Puis là, ben, peut-être que la personne elle se consacre un petit peu trop à son enfant, mais ça, c'est délicat parce que on aime nos enfants puis on veut s'en occuper. Fait que là, ben, donc là, on rentre dans des détails tu sais, dans le fond, toutes ces espèces de puzzles avec lesquels on jongle tous les jours. Là. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Est-ce que je vais prioriser aller me promener en nature? Est-ce que je vais prioriser faire reconstruire mon cabanon? Ben, tout ça, ça peut être ramené aussi. Exemple, si j'ai beaucoup d'inflammation, des choses comme ça, c'est un excès de pitta. Puis je me retrouve dans je sais pas, je fais du bénévolat, mais avec des gens avec qui je suis à couteau tiré, puis j'ai plein de conflits. Fait que là, ça va augmenter le principe de feu, la colère qui va avoir rapport avec les inflammations. Fait que c'est un petit exemple pour dire comment la grille, les lunettes, la grille de lecture ayurvédique, la boussole dans laquelle qui nous dit je suis un peu trop vers Vata, Pitta, Kapha. Autant l'Ayurveda va identifier, par exemple, les nourritures, les plantes médicinales qui peuvent causer des excès ou ramener l'équilibre, autant on peut appliquer les mêmes notions pour les activités de tous les jours, pour les occupations, pour les pensées, donc, mon travail à moi consiste à aller voir est-ce que c'est organisation de mode de vie, est-ce que la personne, par exemple, elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, mais il manque un dernier étape, puis là, c'est souffrant, puis là, ben, ça amène plein de problèmes. Est-ce que la personne, elle a des traumas du passé qui viennent la retenir en arrière, qui lui donnent des comportements dommageables? Donc, tout ça, c'est un travail, je dirais, plus important euh, que le travail physique. Puis une fois que ça, c'est effectué pas à 100%, mais que c'est mis sur les rails, là, le travail dans le physique va être beaucoup plus efficace. Mais si, par exemple, la personne n'a pas beaucoup de motivation dans sa vie pour aller mieux, si on ne règle pas cette question-là de pourquoi est-ce que où est-ce qu'est partie cette motivation-là, ben, elle ne va pas faire les actions nécessaires. Donc, l'Ayurveda n'a pas de baguette magique non plus sur lequel on reçoit complètement un soin, puis soit énergétique, ou donc, ça nous amène à modifier notre façon d'être, notre mode de vie. Mais ça nous amène à nous conseiller à le faire de la façon la plus intelligente, puis aussi de la façon, en tout cas moi, que je l'applique, de façon pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné
euh, on n'est pas dans un modèle de perfection, puis là, nous, on est là, le modèle de perfection est là, puis il faut matcher ça. C'est plutôt comme quelles sont les étapes logiques dans ma vie. Euh, il y a des gens plus ou moins en santé, il y a des gens qui ont un désir plus ou moins grand d'être en santé. Où est-ce qu'on se situe? C'est quoi nos priorités? Fait que c'est toujours une histoire du cas par cas. Je ne sais pas si je réponds en partie à la question. Oui, oui, tout à fait. Mais justement, dans ce que tu viens d'expliquer, c'est vraiment intéressant parce que justement, c'est de prendre l'être humain dans son ensemble. On Mhm. traite pas juste le corps, on traite le mode de vie, on traite l'esprit, on traite Ouais, les émotions. Et quand je dis traiter, en fait, c'est qu'on met en lumière. Donc, ouais. là, moi, ça m'a beaucoup parlé quand tu as dit l'inflammation. L'inflammation et le foie, la colère. Donc, l'émotion qui est liée à la chaleur et la chaleur qui est liée à de l'inflammation. Donc, et ça, c'est pour Pitta, par exemple, mais pour Vata, on a le même principe et pour Kapha, on a le même principe. Et Mhm. dis-moi si je me trompe, je pense qu'on est constitué de tous ces doshas Mhm. à Ouais, différents niveaux. la question est moins quel dosha suis-je que dans quelle proportion est-ce que ces doshas-là m'habitent. Exact. Alors, de ce que j'entends, euh, toi, dans le fond, les gens, quand ils viennent te voir, ils peuvent venir te voir quand ils ont des symptômes et tu vas Mhm. les aider à tous ces niveaux-là à Mhm. justement prendre conscience, à mettre en lumière qu'est-ce qui cause le symptôme. C'est Ouais. ça. Est-ce que, et là, je me Il questionnais peut y en avoir même des temps. gens, par exemple, qui mangent très bien, Oui. mais qui ont une vie émotive difficile. Il y en a d'autres qui sont très heureux dans le présent, mais qui ont un passé traumatique qui vient comme rigidifier leur comportement ou leur donner des émotions particulières. Il y en a qui ont un niveau psycho-émotif complètement dégagé, heureux, sain, mais ils vont se retrouver avec de la mauvaise alimentation ou ils ont besoin d'une supplémentation au niveau des plantes médicinales. Puis quand je dis supplémentation, c'est un autre terme que j'aime pas beaucoup, là, mais je dirais développer, parachever leur alimentation avec les plantes médicinales, on pourrait même dire. Mais donc, c'est vraiment de regarder, de ne pas prendre pour acquis que chez une personne, ça se passe à un niveau plutôt qu'à un autre, puis d'essayer de simplement faire une évaluation. Puis c'est assez, je pense juste de se poser la question, ça donne une bonne idée. Est-ce qu'il y a un aspect émotif ou pas dans mon histoire? Est-ce qu'il y a un aspect psychologique? Est-ce qu'il y a un aspect mode de vie? Est-ce qu'il y a un aspect peut-être que mon expérience m'aide un peu plus à comprendre à quel point ça peut avoir un impact, parce que des fois, c'est pas aussi évident que ça, mais mon expérience m'a démontré que, waouh, quelque chose, surtout au niveau plus subtil, peut avoir un impact énorme sur le physique. L'inverse est un peu moins vrai. C'est vrai aussi. C'est sûr que si on ne s'occupe pas du physique, ça a un impact énorme sur notre pensée. On peut commencer d'un côté ou de l'autre, mais l'impact semble beaucoup plus grand du subtil vers le concret que du concret vers le subtil. Et c'est en cohérence aussi avec la vision métaphysique de l'existence de la plupart des hindous là, qui sont issus de la métaphysique Samkhya. C'est en cohérence avec ces principes-là. Excellent. Et l'Ayurveda, est-ce que c'est vrai de dire que c'est la science de la vie? Ben oui, mais tu sais, c'est un peu comme quand on dit la naturopathie, si on le prend au terme propre, c'est très large. C'est toutes les formes de thérapie de sources naturelles. Puis c'est quoi la nature? On pourrait dire que, bon, même les molécules de pharmacologie, c'est issu de la nature. Donc, oui, c'est la science de la vie, mais il y a aussi beaucoup de spécialités en Ayurveda. Moi, je suis spécialisé dans la première branche, qui est la médecine interne, la médecine générale. Mais après, il y avait la chirurgie en Ayurveda aujourd'hui qui est plus pratiquée, mais on faisait des chirurgies plastiques. Aujourd'hui encore, nos techniques de chirurgie sont issues en partie de l'Ayurveda. Ont été transmises en Europe, puis tu sais, l'idée, ils appellent ça ils appellent ça attach flap en anglais, mais en français, c'est un terme des lambeaux, la technique du lambeau, c'est-à-dire de prendre un morceau de peau qui est encore attaché à votre peau, puis le rabattre pour comme créer une espèce d'implantation de la peau. C'est une technique qui était pratiquée avant Jésus-Christ en Inde. Euh, tu sais, donc, ça, c'est la deuxième branche. Il y en a 8. Il y en a une, c'est la métaphysique, les influences astrales, les planètes, les énergies négatives, tout ce genre de choses. Et on rentre là-dedans la psychologie. Donc, c'est comme un méchant gros
panier. Après ça, il y en a une autre branche pour la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie. On pratiquait des césariennes en Inde aussi là, à l'époque. L'âge d'or de l'Ayurveda est très loin derrière nous. Il est pas ces dernières centaines d'années, il date de bien avant. Il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à ramener des techniques chirurgicales là, ayurvédiques. Là. Je pense que c'est un des domaines dans lequel on a égalé ou dépassé. Euh, ouais, c'est très, très, très vaste. Donc oui, ça s'appelle la science de la vie. Puis oui, c'est une science parce que en Ayurveda, c'est pas une religion ou c'est pas. On nous amène à réfléchir. Même les bouquins qui sont derrière moi, c'est pas le début de l'Ayurveda, c'est pas la fin de l'Ayurveda. C'est un moment dans l'Ayurveda où on a voulu, euh, je dirais, rassembler des choses, les transmettre plus at large. Ça a ses vertus, ça a ses inconvénients, mais il faut surtout pas s'arrêter là. Si on démontre que, je sais pas, quelque chose est complètement faux, ben, l'Ayurveda voudrait bien le savoir, là, dans le sens que c'est pas un système fermé et terminé. Là. Mm. Excellent. Et je reviens un peu, merci pour ta réponse parce que ça explique justement, parce que des fois, on se demande de l'Ayurveda, on sait, parce qu'on sait pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas autant connu ici que ce l'est même en Europe, un peu plus, puisqu'ils sont plus proches de l'Inde. Euh, mais ma question, parce que c'était super intéressant justement de considérer que l'Ayurveda et que ta pratique considère beaucoup plus que le corps physique. Les gens qui viennent te voir, ils arrivent avec des symptômes physiques ou vraiment tu as des gens qui arrivent avec des problématiques au niveau de leur mode de vie, au niveau de leur pensée, C'est très varié. J'ai beaucoup, une grosse partie de ma clientèle, c'est des cas désespérés. C'est des gens qui ont tout essayé, naturopathie, herboristerie, diététique, n'importe quoi. Les gens qui viennent à moi souvent été voir facilement 6 thérapeutes différents. Et là, ben, je suis un peu comme le cas de figure que, bon, toi, tu viens t'épuiser ton savoir dans le fin fond de l'Inde. Peut-être que tu sais quelque chose que les autres ne savent pas, puis ta médecine a un drôle de nom, puis on va bien essayer voir. Ou, en faisant leurs recherches, ils ont été jusqu'à voir que, ah oui, l'Ayurveda, bon. Euh, Parce qu'au final, c'est un peu comme la naturopathie, mais de l'Inde. T'sais. Puis dans la naturopathie, au sens le plus large, ben, tu as des gens qui font des thérapies plus manuelles, d'autres des thérapies plus médecine interne, il y en a d'autres que c'est plus énergétique. Donc, si on prend naturopathie au sens le plus large, ben, c'est simplement la branche. Nous, on échange des connaissances à travers nos corps de métier et tout. Ben, mais on est un peu séparés en silos fermés avec la civilisation indienne. Pour avoir habité là-bas, euh, on vit dans des silos un peu fermés. Il y a des livres qui sont édités là-bas. On a l'impression de vivre au cœur du monde, mais il y a beaucoup de livres qui sont derrière moi que vous ne pouvez pas trouver sur Amazon, que vous ne pouvez pas trouver en Occident. L'Inde existe dans son univers séparé, comme la Chine existe dans son univers séparé. Puis si on disparaissait, il y a un certain impact, mais pas tant que ça. Il y a comme un espèce de sentiment qu'on n'a pas besoin d'exister pour qu'eux existent, puis que tout ce qu'on a inventé, ils l'ont inventé à leur manière. Donc, c'est un peu aller puiser dans l'expérience naturopathique de l'Inde. Fait qu'il y a des clients qui viennent me voir pour ça. Puis, il y a l'autre catégorie de clientèle qui pourrait être des gens. Ben, en fait, il y a plus les cas désespérés qui cherchent. Puis l'autre catégorie de gens, c'est donc les gens qui cherchent très creux aussi et tout. Puis l'autre catégorie de gens, c'est les gens qui s'intéressent à la culture indienne d'emblée. Donc, ils viennent plus rapidement à l'Ayurveda parce que peut-être qu'ils passent par le yoga, peut-être qu'ils passent par l'étude de l'Inde. Donc, c'est l'amour de l'Inde ou du yoga ou les connaissances de l'Inde qui vont amener ces gens-là à venir vers l'Ayurveda plutôt qu'autre chose. Donc, je dirais que c'est les deux voies, là. Galérer au niveau de sa santé, puis l'autre côté, s'intéresser à la culture indienne. Mais j'ai des gens autant qui sont en phase terminale où que les gens leur ont dit écoutez, pour vous, on ne peut rien faire pour vous, monsieur, madame, pour X, Y, Z pathologie, ou les malades chroniques ou ces choses-là. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui sont en santé, qui viennent me voir pour bien vieillir, vivre plus vieux, plus en santé, augmenter aussi sa vitalité. Je dirais que c'est quand même un petit pourcentage de ma clientèle. Malheureusement, on, on a d'autres priorités souvent que ça. Tu sais, c'est facile à dire, je priorise ma santé, mais c'est impliquant, là. Ça demande beaucoup d'heures par jour de prendre soin de soi. Euh, c'est pas toujours possible non plus. Euh,
Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont malades, puis ils cherchent des solutions. Ouais. Mm. Et c'est souvent quand on perd la santé, puis qu'on s'aperçoit que finalement, en bout de ligne, c'est ce qui est le plus important, Ouais, notre vitalité, notre santé. ouais. Mais c'est juste une fois qu'on la perd, souvent qu'on réalise ça. Eh oui. Et après ça, on est prêt à tout faire ce qu'il faut pour justement mettre de la vitalité, à apporter un mode de vie qui soutient justement tout notre être. Ouais, c'est pas Euh, une mince chose non plus. Souvent, ça vient de challenger des relations interpersonnelles, familiales. Des fois, on n'y arrive pas. Il y a des enjeux économiques à tout ça, il y a des enjeux relationnels, donc c'est pas évident. exact. Je pense qu'il faut tenir Euh, compte de tout ça aussi. Pardon? Je pense qu'il faut tenir compte de tout ça aussi. Puis il y a tout un beau langage chez les thérapeutes qui est très idéaliste. Puis il y a toute une idéalisation de la naturopathie qui est faite. Mais je pense que ouais, c'est un objectif vers lequel on peut tous tendre. Et certains d'entre nous ont la chance ou ont organisé leur vie de façon plus euh, avec plus d'espace pour pouvoir la pratiquer de façon plus assidue, mais c'est pas gagné. Puis je pense qu'il faut respecter aussi les limitations que les gens ont aussi, puis d'où ils partent dans leur vie. Complètement, complètement. Excellent. Et Jonathan, donc ça explique bien en fait comment tu peux accompagner ces gens-là qui viennent de différentes portes en fait vers Ouais. toi. Et là, j'ai envie, je vais prendre encore un peu de ton temps parce que j'aimerais OK. vraiment ça, que tu nous parles de, euh, de ton, ben, en fait, parce on sait qu'il y a une branche de l'Ayurveda qui est c'est peut-être pas une branche, là, je me trompe peut-être, mais il y a le Panchakarma et ta clinique que tu as en Inde. Je pense qu'il octroie ce type de soins-là. Et si tu peux nous en dire un peu plus Ouais. sur le Panchakarma, moi, j'en ai vécu un en Inde et ça a été révélateur et je vais vous en parler après, mais j'aimerais vraiment ça entendre sur le sujet. Moi, personnellement, ce que je fais comme pratique, je travaille beaucoup avec l'accompagnement spirituel, psycho-émotif, sans non plus verser dans la psychologie, bien sûr. Je réfère beaucoup aussi dans ces niveaux-là. Je réfère beaucoup aussi en énergétique, en soins, par exemple, intégration par mouvement oculaire chez les psychologues. Donc, je travaille beaucoup dans le subtil, avec la communication non violente que je m'inspire beaucoup d'eux parce que je ne suis pas un formateur certifié, mais je vais référer à des formateurs certifiés parfois. Donc, je fais une partie du travail, je réfère une partie du travail. Au niveau de l'alimentation, je pense que je maîtrise pas mal ça pour, en général, m'occuper de cet aspect-là pas mal à 100%. Même chose au niveau phytothérapeutique, supplémentation plante médicinale, qui est un outil très important, quelque chose que on voit, même des gens très ouverts, je constate qu'on les voit encore un peu comme des médicaments de nos jours, et non comme le sommet de l'alimentation, et non comme les épices qu'on met dans notre nourriture, qui sont pas nécessaires, mais qui sont pas, du moins, ce serait dommage de s'en passer au niveau de ce que ça peut faire pour la santé, la saveur et tout. Euh, donc, puis je réfère beaucoup pour les thérapies manuelles, que je connais un peu, mais j'en fais pas une carrière, puis ça demande une spécialisation là-dedans. Donc, je réfère beaucoup pour toutes les approches manuelles, que ce soit les filets d'huile sur le front en relaxation profonde, que ce soit la massothérapie, que ce soit aussi des techniques différentes aussi. Je me tiens pas juste à l'Ayurveda. Puis existe, c'est pas une branche, mais je comprends qu'on puisse vouloir dire ça, mais il existe tout un volet de l'Ayurveda qui s'appelle le Panchakarma, qui est un peu c'est comme si on rassemblait toutes les connaissances de l'Ayurveda dans un long processus. Un soin qui dure. Normalement, on ne peut pas faire un panchakarma en bas de 21 jours. Ben, pas normalement, mais en fait, c'est pas mal absolument impossible d'en faire un complet en bas de 21 jours. Normalement, il faut 30 à 40 jours. Anciennement, on le faisait en 60 jours. Donc, on l'a réduit, on l'a réduit. Et c'est un soin qui rassemble tous les soins qu'on appelle purifiants ou shodhana en Ayurveda. Puis ça, c'est des soins qui sont un peu plus agressifs. Maintenant, on a eu, nous, en Europe, puis dans notre inconscient populaire, ce qu'on a eu, c'est la version
caricatural de ça. C'est-à-dire qu'on entendait des fakirs indiens soigner des maladies, puis là, on arrivait, les voyageurs qui revenaient en Europe essayaient de réimplanter ces techniques-là, mais ça donnait des catastrophes, là. On utilisait des métaux lourds, après ça, on utilisait, parce qu'en Inde, ils savent les purifier de façon à ce que ça soit comestible, mais ça, c'est de l'alchimie, c'est pas grand public. Puis, par exemple, les saignées, on pratique les saignées en Inde, mais on pratique les saignées, on a plus de contre-indications, puis on donne moins de sang dans une saignée en Ayurveda qu'on ne le fait dans les dons de sang. Donc, si on dit saigner, les gens, déjà, ils prennent peur. Mais quand on dit aller donner du sang, est-ce qu'on prend peur? Ben non. Mais quand vous allez donner du sang, on va vous prendre plus de sang que la saignée ayurvédique vous en prendrez. Et la liste de contre-indications est plus longue en Ayurveda qu'en médecine moderne. Donc, ça, c'est mal compris, mais dans chaque procédure plus violente, je dirais, parce qu'on ne donne pas du sang naturellement ou on ne fait pas induire une diarrhée, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qui. Des fois, on va un petit peu contre le day-to-day du corps pendant quelques occurrences, là, une ou deux fois, pour aller purifier le corps. Mais ça, on le fait, puis c'est jamais fait tout seul. C'est-à-dire que si on fait vomir quelqu'un, on a passé une semaine à collecter des toxines dans son foie avant, puis on veut les faire sortir par la bouche. Euh, donc, et ça, c'est le genre de choses qu'on fait, c'est le truc le plus dramatique de tout le panchakarma. Donc, le pancha, ça veut dire 5, puis karma, ça fait référence à 5 actions. Panchakarma, c'est 5 actions qui sont purifiantes et qui sont un peu difficiles. Donc, le vomissement, c'est le plus difficile. Après ça, il y a la diarrhée induite. Après ça, il y a les soins de nettoyage nasal. On éternue un peu, puis bon, c'est la fin c'est tout. Le don de sang qui se fait par prélèvement sanguin. Ça peut être une petite entaille aussi, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Ça donne pas assez de sang. Puis les sangsues aussi, il y a une sorte de sangsue particulière au Kerala qu'on peut utiliser pour ça. Puis, il m'en manque un, c'est les soins, les injections rectales. Ici, quand on fait des lavements rectales en des lavements intestinaux en Occident, c'est beaucoup plus violent, j'oserais dire, que la version indienne. Donc, tous ces trucs-là plus violents pour le corps, c'est compris que c'est un peu plus violent, puis c'est incroyable à quel point il y a des techniques pour euh, chaque détail va être adressé pour que la personne soit le plus possible protégée des inconforts que ça va causer. Et c'est fait avec beaucoup de contre-indications, c'est-à-dire qu'il y a toute une liste très, très, très expérimentée. Et aussi, quand il arrive des complications, il y a des procédures. Et ça m'est arrivé d'appliquer le traitement à quelqu'un en Inde, de vivre des contre-indications, des complications, d'appliquer les remèdes ou les procédures, puis ça fonctionne. Donc, c'est assez impressionnant. J'ai étudié la médecine herboriste occidentale, j'ai étudié la médecine indienne, j'ai trouvé qu'il y avait une beaucoup plus grande sophistication, puis c'est normal parce que l'histoire est continue, est beaucoup plus longue et beaucoup plus, une civilisation beaucoup plus cohérente et euh, qui se tient ensemble et dans le temps, qui s'est développée de façon beaucoup plus euh, en Europe, on vivait dans des cavernes, on se cachait de la glaciation, puis eux, il y avait déjà une civilisation cohérente et fonctionnelle. Donc, c'est sûr qu'ils ont accumulé un petit peu plus de connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à leur apporter, mais c'est sophistiqué, on s'en rend compte. Donc, le panchakarma articule ces trucs-là, mais ça, c'est le squelette. Puis ensuite, sur ce squelette-là, on va mettre de la chair, on va mettre toutes sortes de traitements apaisants, pacifiants. Donc là, il y a les massages, les shirodhara, tout ça. Mais ça, c'est secondaire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Si vous allez dans un centre ayurvédique en Inde, on va vous donner des massages, on va vous donner du kitchari, puis on va appeler ça un panchakarma. Parce que panchakarma, c'est devenu un buzzword. C'est devenu combien tu as de jours, combien tu as d'argent dans ton portefeuille, je vais te faire un panchakarma. Puis ça, je trouve ça absolument déplorable. Et aujourd'hui, on fait des morceaux de panchakarma, puis on avait ça un panchakarma. Mais le panchakarma, c'est bien les 5 procédures ensemble. On se trouve toutes sortes de justificatifs. C'est un gros débat. J'en ai discuté avec les médecins en Inde. C'est une lourde tendance à la commercialisation de l'Ayurveda parce que c'est là qu'il y a l'argent. C'est les Occidentaux qui viennent en Inde. Ils ne viennent pas pour un mois. Ils n'ont pas un mois devant eux où ils veulent aller faire autre chose. Donc, ce qu'on a essayé de faire au centre, c'est d'aller s'asseoir dans un endroit un peu touristique où tout le monde va faire de l'Ayurveda pour qu'il y ait aussi les sous nécessaires pour
pour encadrer qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait deux cas de figure. Tu avais le médecin super compétent ou la médecin super compétente en Inde, mais qui habite dans une espèce de taudis où est-ce qu'on n'enverrait pas trop notre tante ou notre grand-mère. Puis avec des thérapeutes un peu douteux, il manque de support des gens. Souvent, les thérapeutes sont mal payés. Les gens qui font les massages en Inde, tout ça, c'est pas un emploi bien payé. Donc, enfin, on se ramasse avec du staff plus ou moins bon dans un endroit reculé, un peu délabré. Puis ça vient même affecter un peu, je dirais, la qualité du soin du médecin, mais qui a toutes les compétences. Donc, souvent, ben, il y a la connaissance, mais il n'y a pas les moyens. Donc, après ça, sinon, il y a l'autre figure, c'est le médecin qui a son veston-cravate, qui travaille très, très bien payé dans une espèce de centre à 200 € la nuit, où est-ce que tout est parfait, tout est tellement beau, ça a l'air d'un palais des mille et une nuits, mais vous allez vous faire masser, peut-être par des huiles qui vont récupérer même parce que vous n'avez pas idée comment que des fois ça tombe bas. Et puis, on va vous donner de la bonne nourriture, mais ça n'aura pas beaucoup d'effet. J'appelle ça des médecins dégriffés. C'est des médecins qui vont être là pour vous flatter, pour vous faire sentir que vous avez vécu une expérience ayurvédique, mais dans le fond, vous étiez en Inde, puis bon, vous faisiez une espèce de truc que vous pourriez faire ici, là, en allant au spa tous les jours, vous faire masser, puis en mangeant une nourriture saine. Euh, donc, nous, ce qu'on voulait, c'est rassembler quelque chose qui soit un peu plus, je dirais, standardisé avec des espaces, des bons thérapeutes, des espaces clean, quelque chose de structuré, mais sans tomber dans la version spa ayurvédique moderne. Puis avec une très, très bonne médecin, en ce moment, on travaille avec une jeune femme que j'ai pleinement confiance en elle. Si elle devait quitter, ce serait tout à recommencer. Si la médecin quitte, chaque médecin, c'est le médecin qui porte l'âme du Panchakarma. Puis quand je dis médecin, je parle de médecin ayurvédique parce que là-bas, ils ont ce titre-là. Ils font 4 ans minimum d'université pour ça. Euh, donc, si elle doit quitter, ben, ma relation à ce centre-là va changer. Il va falloir qu'il y ait un autre médecin avec lequel j'ai une aussi bonne communication, une aussi bonne confiance en ses compétences. Parce qu'on a beau avoir le meilleur centre, si le centre et le médecin, c'est vraiment les deux piliers là, du Panchakarma en Inde. Merci. Merci pour ça. Écoute, puis là, puis là, pour les auditeurs, une fois qu'on rentre dans cette information-là, qui sont les Védas, en fait, qui sont les bases, dont l'Ayurveda, c'est fascinant toute l'information qu'on peut y trouver. Et là, juste de t'entendre et de t'écouter, c'est sûr que ça va donner envie aux gens de s'y plonger encore plus. Euh, j'ai donc pour essayer de clore ça, parce qu'évidemment, je vais te réinviter pour aller encore plus en profondeur. Ça, c'est Ben, évident. Là, c'est on met la table. 20 minutes pour parler juste du Panchakarma déjà, puis j'ai même pas dit à quoi ça servait en plus. Mais là, on peut y aller. Ça va me faire plaisir. Mais Jonathan, sincèrement, oui, je t'écoute. Ben, Si on peut. Ah oui, en un mot, le Panchakarma, finalement, j'aurais dû ajouter, ouais, ça sert à non seulement faire une désintox très profonde du corps, de façon vraiment inégalée, mais aussi de rééquilibrer tous les systèmes. Dans le fond, on retape les gens de bout en blanc c'est et, ça. et, 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 et Dieu aidant, ben, certaines maladies chroniques disparaissent pendant ces traitements-là. Ça peut être une occasion aussi de prendre le dessus sur des pathologies que ça fait longtemps qui accablent la personne. Mais en principe, c'est ça, c'est un sérieux retapage de bout en blanc et une désintox, pas que une désintox, mais c'est une désintox très, très profonde. On voit sortir les bons médecins vont être capables de dire toutes les drogues que vous avez prises dans votre vie, même un week-end. Ça va sortir. Fait que c'est un peu ça. Puis c'est pas si violent que ça. Il y a des bouts un peu plus violents que d'autres. Mais je vais juste clore là-dessus parce qu'on a parlé de c'est quoi le Panchakarma, on n'a même pas dit à quoi ça servait. Ben non, c'est ça. Mais là, Il y a trop à dire là, il y a en si peu tellement de à temps. dire. Puis, bon, là, j'ai pas été fine parce qu'en bout de ligne, tu sais, parce que je le connais, des fois, d'emblée, je savais quand même à quoi ça servait. Mais oui, mais oui. Merci pour cette spécification-là. En effet, c'est une purification et un Mm. rééquilibrage Ouais, de mais aussi l'énergie. un rééquilibrage. C'est la vie est différente après. Il y a quelque Ouais. chose qui se passe oui, C'est c'est un un reset en reset bonne et du due forme, corps. là. C'est Mm. exceptionnel. Mm. Puis, en fait, ce serait une excellente idée de peut-être justement en parler un peu plus en profondeur parce que justement, les gens qui, ben,
j'ai envie pendant que j'étais avec moi puis qu'on a du temps. Les gens qui vont vers toi, vers ce centre-là, ou que tu les diriges vers ce centre-là, c'est qui, quel genre de symptômes ou qui t'amène à aller se... Ben, presque n'importe qui. OK. C'est sûr, pas des très jeunes enfants, puis ça, c'est pas pertinent. Puis pas des personnes trop faibles, parce qu'il faut quand même avoir une certaine forme d'autonomie. Mais des personnes qui souffrent de maladies chroniques depuis longtemps, des personnes qui se sentent vieillissantes, puis qui tu sais, commencent dont la dégradation commence à prendre le dessus sur la régénération. Euh, Souvent, c'est bon d'en faire. On pourrait en faire à chaque année, là, mais ça serait un peu exagéré. Une fois par décennie serait déjà vraiment chouette. Euh, Plus, c'est mieux, mais c'est pas. Moi, personnellement, j'ai peut-être l'ambition d'en faire un par décennie ou par 5 ans. Euh, donc, c'est ça. Puis, c'est un endroit aussi qui est assez accessible, dans le fond. Covalam, c'est un endroit quand même un peu touristique, mais c'est pas trop énorme. Puis c'est l'endroit où est situé le centre, mais ça a l'avantage aussi d'être facile d'accès, puis pas trop non plus touristique assez pour pas se sentir perdu dans le fin fond du fin fond, puis en même temps, pas trop pour être non plus submergé, là. Ça reste un petit village de pêcheurs qui est devenu une espèce de hub ayurvédique, puis c'est sympathique, tu sais, pour une première approche en Inde, c'est facile, on va vous Ouais, chercher à c'est ça. l'aéroport, puis mais c'est ça. Fait que ça, c'est une aventure que je reste en contact avec parce que ça m'importe que les gens aient accès à ça, puis ça m'importe que. Puis de tous mes voyages en Inde, j'arrivais pas à trouver les endroits où référer les gens avec confiance. Puis il y a un autre endroit que je peux référer les gens, mais c'est une espèce d'hôpital pour les gens très malades. Puis c'est situé dans une ville qui est un peu plus glauque, là. C'est dans un petit compound, là. C'est chouette à l'intérieur des murs du compound où il y a un temple puis quelques buildings, mais c'est pas une ville qui est très, très agréable à séjourner non plus. Fait que il y avait toujours quelque chose comme ça, là. Donc on cherchait à réunir les conditions gagnantes, là. Mais moi, j'ai pas d'intérêt pécunier là-dedans. C'est vraiment juste un ami de longue date. Puis c'est peut-être qu'un jour, là, je risque d'être un peu plus impliqué avec des retraites, des choses comme ça, mais pour l'instant, j'ai toujours refusé que ça soit un lien d'affaires. Par contre, quand je suis là, je suis logé, on me donne des soins, mais ça me permet de les critiquer, de les faire avancer. Donc, c'est comme une relation à long terme. Moi, j'y trouve des choses à mon compte, lui, il trouve des choses à son compte, puis on se donne mutuellement, mais il n'y a aucune. J'ai pas mon nom là-dessus, je fais pas d'argent quand les gens suivent des panchakarma là-bas, puis j'ai pas de. Je peux pas dire que j'ai aucun intérêt personnel, mais j'ai pas d'intérêt pécunier ni de lien d'affaires officiel Ouais. avec C'est un Révolution ensemble. Ayurveda Kovalam. Ouais. Pardon? Puis sur mon site web aussi, vous pouvez aller voir dans la section articles, dans l'onglet articles, la section Ayurveda, il y a un article sur le panchakarma traditionnel que tu pourrais aussi partager le lien qui explique c'est quoi les grandes lignes que doit respecter. Et c'est pas quelque chose qui est en ce moment, d'après moi, disponible en Occident. Et ça coûterait très, 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 très cher de faire l'équivalent ici. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller le faire en Inde pour l'instant. Pardon. Jonathan, donc je vais mettre justement ce lien-là de l'article Mhm. pour que les gens puissent aller en savoir plus. Puis le site, c'est Révolution Ayurveda, ça c'est ton site.ca ou Ouais. .com, Ayurveda, c'est mélangé un peu, mais Ayurveda en premier, Révolution en deuxième, .ca ou .com, ça se passe au Canada. ton site. C'est mon site web. Ensuite, si vous tapez révolutionayurveda.com, vous allez tomber sur le centre en Inde. Entre en Inde. Alors, pour les gens, là, Jonathan, qui ont envie de s'offrir en cadeau pour le mois de décembre, la Oh my God. santé, pardon? Je disais, oh my J'imagine. God, ça serait un beau cadeau, ça. C'est Continue, ça, de continue. s'offrir un cadeau ou d'offrir un cadeau ou qui veulent prendre leur année 2023 avec justement Mhm. avec un point de vue de prendre soin de leur être globalement. Qu'est-ce que tu as à leur offrir ou qu'est-ce que tu leur suggérerais? Est-ce que tu as des programmes? Je sais que tu offres des cours sur ton site web. Dis-nous. Bien, oui, bientôt, je vais offrir des cours de base là, comme les cours des principes fondamentaux et tout. Pour l'instant, j'offre des formations thématiques. S'il y en a une qui matche votre problématique, ça pourrait être intéressant parce que j'ai parlé des grandes problématiques comme l'insomnie. Là, je vais en sortir un bientôt sur les maux digestifs qui était dans le cadre de l'Expérience Natura. Donc, il a pas été affiché, mais il va sortir dans quelques semaines, quelques jours sur les maux digestifs courants. Ça touche beaucoup de gens.
On en a un autre sur les plaies et bosses pour les maux musculo-squelettiques. Pour ceux qui sont plus en santé, il y a beauté et régénération qui est un peu plus sur la régénérescence de l'énergie vitale, la longévité, préserver les aspects beauté aussi. Les soins du corps avec des éléments tout simples, retrouver l'usage des bonnes huiles, les vinaigres, un peu reconstruire vous-même vos produits d'entretien de la peau puis cosmétiques. Mais ça touche aussi tout ce qui est vitalité, longévité. Donc, les formations thématiques comme ça, ils vont être emballés à un moment donné quand je vais en avoir suffisamment, vu que je recommence à zéro un peu depuis que j'ai quitté l'Académie québécoise d'Ayurveda. Là, je recommence à mettre mon matériel revampé, avec des animations vidéo aussi à côté de moi là, pour agrémenter tout ça avec un matériel de cours. Ça pourrait être de vous procurer une formation comme ça pour guider certains changements orientés vers une thématique en particulier. Peut-être au printemps prochain, été prochain, on aura ficelé notre package qui inclut la totale là, comme introduction, alimentation, vont sortir au printemps. Donc, surveillez ça. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette pour être tenu au courant des prochaines nouveautés. Il y a Histoire qui va sortir cette année aussi en collaboration avec les Âmes Fleurs. Donc, je ne l'ai pas annoncé encore sur mon site web, mais là, il y a un podcast qui a été lancé en France sur l'histoire de l'Ayurveda, la métaphysique et tout. Mais si on revient au cadeau pour s'offrir à soi, ce serait d'aller chercher une formation thématique qui matche une de nos grandes problématiques pour aller y apprendre un peu plus des approches pragmatiques. On fait le tour, on prend le temps de tourner les questions parce que une problématique, c'est pas toujours la même cause. Donc, si c'est pas la même cause, c'est pas les mêmes solutions. Donc, c'est important de prendre le temps de réfléchir à ça. Autrement, ben, les gens peuvent venir me voir en consultation. Ça peut être à distance, sur vidéo, ça peut être en personne, à mon bureau à Valmorin, ici, chez moi, dans D'accord, les c'est Laurentides. Fait que c'est excellent. peut-être un peu loin pour certains, mais en même temps, c'est joli dans le coin. Fait que vous pouvez venir faire une petite journée. Fait que là, moi, je vais vous guider vers un plan d'action. Ça prend pas 15 rendez-vous, là. Habituellement, deux, c'est un peu difficile, mais 3, 4 rendez-vous, euh, un accompagnement sur quelques mois, on peut aider. Je peux tout de suite pointer, parce que c'est compliqué à apprendre la naturopathie, ça prend du temps. Fait que des fois, de l'apprendre en parallèle avec le pratiquer avec un thérapeute, ça nous permet d'avancer plus vite dans nos réflexions, dans nos études, puis dans nos résultats. À la limite, notre compréhension va être un peu en deuxième. Souvent, on va comprendre après avoir eu les résultats. Moi, j'ai été soigné en Inde. Ça m'a pris des mois, des années avant de comprendre ce qu'on m'avait fait, quoi. Euh, mais je voulais être rétabli maintenant tout de suite. Puis là, ben, je rattrape le train. Après, mes connaissances vont rattraper les actions qui ont été posées. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux offrir aux gens. Moi, j'ai certains produits exclusifs ici. Je ne vends pas de produits en ligne ou rien, mais j'ai mes petits produits que je fabrique, que je vends juste aux clients qui viennent sur place. Euh, puis c'est ça. Puis rester au courant parce qu'il y a toutes sortes. Moi, je recommence, je reprends les rênes du côté entrepreneurial de mon travail que j'avais laissé pendant 7 8 ans chez Espace Ayurveda. J'avais confié au centre. Il y a toutes sortes de collaborations, un peu comme toi, tu m'as contacté, Nathalie. Je t'ai interpellé par ton sujet. Puis, toutes sortes de choses comme ça aussi qui vont sortir dans ces prochains mois, ces prochaines années, là. Il va y Ah, avoir wow, c'est beaucoup de nouveautés. beaucoup de nouveautés. Donc, genre, de toute façon, je vais mettre toute l'information en dessous de cette vidéo et D'accord. dans le podcast et sur les médias sociaux. Ça va circuler là, pendant tout le mois de décembre. Super. Moi, j'ai rencontré Jonathan comme une patiente. Il m'a aidé beaucoup. Quand j'ai été faire mon panchakarma en Inde, ça a été par une référence de Jonathan aussi. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à aller parce que, si je me rappelle, ça touchait vraiment tout, là. Il y avait autant l'aspect psychologique, l'aspect justement des plantes, l'aspect des pensées. Hmm. C'était vraiment complet. Puis moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller poursuivre, de continuer d'apprendre cette science-là ou de vraiment continuer à approfondir mes connaissances. Donc, d'ailleurs, peut-être que tu savais pas, mais je te remercie, Jonathan, pour la graine qui a été déposée à ce moment-là.
Est-ce que tu avais déjà amorcé tes études en naturopathie ou Euh, tes intérêts je pour ces choses-là? Ou je ça suis l'a vraiment pas accéléré certaine, cette... j'étais comme, j'étais en train, je me questionnais, j'avais déjà suivi ma formation, ma première formation en professorale en yoga avec Sylvie, avec le Sangha. Ah Alors, bon? elle avait déposé une graine, qui, toi, a déposé une autre graine. Et Ouais, d'ailleurs, intéressant. Jonathan, je sais que tu offres des ateliers maintenant avec la Sangha. Oui, puis on est en négociation en ce moment, en discussion plus que négociation, mais pour collaborer davantage, peut-être même mener des retraites ayurvédiques. Je veux pas, c'est pas encore officiel, mais l'intention, elle est là. Donc, quand l'intention est là, donc c'est intéressant que des gens qui ont planté des graines en toi se réunissent aujourd'hui pour avancer C'est encore vraiment plus loin. magnifique, mais c'est vraiment un cadeau, là, vraiment un cadeau Chouette. d'avoir tous ces experts dans cet événement-là. Puis, je suis vraiment heureuse. Merci d'avoir Ouh, à tes excusez-moi. souhaits. J'en éternue Merci. d'embarras, tellement que je suis honoré. Mais merci Ah, de ce témoignage, Nathalie. Puis c'est parce que c'est ça, tu cherchais ta correspondance, fait que tu avais tout ce qu'il faut pour. Fallait juste que tu trouves ta correspondance, puis que je suis content d'avoir fait partie de ceux qui auront jalonné ton chemin vers ce beau métier, là. ouais, vraiment. Puis ça continue, puis ça n'arrête pas. Puis c'est ça, c'est quand tu mets le pied dedans, c'est wow. Après ça n'arrête Ouais, plus, là. On pourrait apprendre pendant des vies, puis ça serait ouais, pas assez. on C'est ça. s'ennuiera pas. Non. Alors, je prendrai pas plus de ton temps. Je te remercie énormément pour cette séance avec nous. Je mets toutes les informations. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Raconte. Non, je vous souhaite juste de nourrissez votre passion, puis creusez, allez toujours plus loin, concluez rien, observez, expérimentez. Faut être patient, puis c'est un beau domaine que la médecine naturelle, autant sa santé à soi, autant la médecine naturelle en soi. Faut être patient, faut être persévérant, mais on trouve des réponses. C'est juste que c'est pas aussi vite qu'on espérait, puis c'est pas si facile à intellectualiser que ça toujours. Mais ça serait mon petit mot de papa Jonathan en terminant. Alors, merci. Merci, Jonathan, pour Merci cette beau. Nathalie. On se Alors, je reprendra. vais